Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Infraviolet, le podcast féministe de la jeunesse socialiste suisse. Donc, je me présente, je m'appelle Kaziwarem Rotseter, je suis spécialiste en discrimination intersectionnelle, je m'intéresse particulièrement aux questions de sexisme, de racisme et d'hostilité anti-LGBT et je me définis moi-même comme une femme cisgenre, queer, défavorable racialisée, issue de la migration kurde et neurodivergente, donc un paquet de trucs. Et je suis aussi la productrice du podcast L'Inconfortable. Donc c'est un podcast que j'ai co-créé avec Faiza Sissi en 2020 pour donner la parole à cette époque-là, principalement à des femmes racialisées qui vivent à la fois du sexisme et du racisme. Mais depuis, j'ai ouvert ça à toutes sortes d'intersections. Et ça c'est aussi une petite info annexe que j'ai pas pensé à dire dans la première version. Mais je fais aussi partie d'une association qui s'appelle L'Inconfortable avec Faiza. Et dernièrement, on a eu des demandes pour donner des formations sur les questions intersectionnelles, mais aussi des ateliers. Merci Tichou. Et on a donné d'ailleurs, durant la semaine contre le racisme, un atelier inédit où justement on faisait vraiment des mises en situation théâtrale, parce qu'il faut savoir que Faiza, elle est comédienne. Et du coup, c'était vraiment le but de mettre les gens en empathie et de devoir se mettre à la place de la victime, mais aussi à la place de l'allié. Et je pense que c'est comme ça qu'on change un peu les choses. Mais maintenant, j'ai envie qu'on vienne vers toi. Donc, j'aimerais que tu te définisses. Et ce qui te définit, c'est ce qui te paraît pertinent. Ok, alors si on ajoute le maximum d'étiquettes à la suite. Donc, je m'appelle Hugo Chapissa, j'ai 23 ans. Je suis une personne queer pour plusieurs raisons. À la fois parce que je sens que ma sexualité se définit comme gay. Et ensuite, plus tard, j'ai découvert que j'étais non-binaire avec le lien avec mon expression de genre. Et que techniquement, je me sens le plus proche de A-genre. J'ai aussi plusieurs particularités au niveau de ma psyché, par exemple mon diagnostic TDAH, mais sinon, j'ai aussi d'autres troubles sinon, ouais, c'est toujours difficile de se définir et dire le plus de trucs, mais ouais, j'ai un CDI à l'état de veau, genre j'arrive quand même à rentrer dans ce système hyper complexe à digérer, mais je viens d'emménager à Lausanne, ma priorité c'est vraiment les relations interpersonnelles et je dirais que ce que je fais dans la vie c'est me faire des amis. Et je te remercie pour cette présentation extra, comme toi. Et puis, je voulais savoir justement, là, le terme queer, il n'y a pas tout le monde qui connaît super bien. Est-ce que tu peux définir qu'est-ce que tu entends par queer ? Alors, bien sûr, de base, la définition hyper exacte, c'est vraiment un terme qui est rentré en Amérique et c'était vraiment, c'est vraiment un équivalent à freak. C'est vraiment l'idée de bizarroïde, de monstre. Et donc, historiquement, ça a été repris par la communauté LGBTIQ et ils ont repris ce mot queer pour englober tout le monde de tourner une insulte hyper négative et pessimiste dans une revendication positive. Mais moi, le lien que j'ai avec queer, c'est que en fait, c'est difficile d'expliquer toujours toutes ces cases. Queer, c'est vraiment un truc qui englobe à la fois. Tu peux vraiment effleurer le sujet simplement en disant queer et à la fois tu peux rentrer dedans si la personne ça l'intéresse. Mais moi justement j'ai beaucoup de struggle avec mon genre, je me sens non-binaire. Je dirais que comme j'ai dit, le genre qui me parle le plus ce serait A-genre parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun qui me conviendrait plus que d'autres et j'aurais autant de peine à rentrer dans n'importe quel genre que la société me propose. C'est quelque chose que j'ai toujours vécu depuis que j'ai pu interagir avec des personnes autour de moi. J'ai toujours eu un problème qu'on valide mon genre et qu'on valide mon expérience et qui je suis comme être humain et pas juste me rejeter, quoi. Et d'ailleurs, à cet égard, juste avant la conversation, tu m'as partagé aussi certaines des expériences que tu as vécues quand tu étais plus petite. Est-ce que tu veux en discuter ? Oui, bien sûr. Donc, vraiment, c'est quelque chose que j'ai conscientisé bien plus tard et tout, même après mon coming out. Mais justement, en fait, on m'a toujours aliénisé alors que j'avais une expression de genre qui était maîtrisée par mes parents. J'étais habillé au rayon garçon chez H&M, etc. Et pourtant, mes camarades de classe m'ont toujours un peu cloque en mode
mais girl, genre t'es pas un garçon, genre t'es une fille. Enfin, c'était amené d'une manière hyper maladroite et presque genre méchante, hein, bien sûr. On était en mode ah ouais, t'es un garçon manqué, qui est d'ailleurs genre en fait une erreur, parce que garçon manqué de base c'est pour genre une fille qui est masculine, etc. Mais justement moi j'aurais été une fille manquée. Sauf que même vu que dans les médias et tout, la féminité chez les personnes AMAB, c'est quelque chose qui est ultra peu médiatisé. Donc les enfants arrivaient très bien à dire garçon manqué, mais pas du tout fille manquée. Mais en gros, c'était vraiment en mode Hugo n'est pas un garçon parce qu'il rentre pas dans les critères de garçon, donc il peut que être une fille, vu qu'on vit. Et on vit toujours dans un système qui est ultra binaire. À grande majorité, on invisibilise tout ce qui ne rentre pas dans ce spectre fille-garçon. Et justement, on en avait discuté tout à l'heure, mais moi, ça m'évoque aussi la question du fait que, effectivement, le fait de renoncer à cette perception qu'on avait de toi et qui était être du genre masculin. Je trouve que c'est hyper intéressant ta remarque par rapport au fait que les gens, justement, ils vont percevoir ça comme comme une féminisation, comme quelque chose sur lequel tu n'es pas légitime. Mais ça me fait aussi penser, tu m'as dit, comme je n'étais pas dans la case garçon, on m'a dit forcément, alors tu dois être dans la case fille ou tout ce qui n'est pas garçon. Et ça me fait beaucoup penser aussi à la règle de je crois que ça s'appelle la goutte de sang, où en gros, tu vois, par exemple, une personne qui a un parent noir, un parent blanc, et voilà, qui a un phénotype entre les deux, elle ne sera jamais considérée comme blanche. Il n'y a jamais personne qui va lui dire « t'es blanche ». Tu vois. Alors qu'on pourrait lui dire t'es noire, ça veut pas dire que tout le monde va reconnaître sa légitimité à apporter ce terme-là, mais on lui dirait soit t'es métisse, soit t'es noire, mais on lui dira jamais t'es blanche. Et ça, en fait, il faut savoir que historiquement, aux États-Unis aussi, c'était vraiment la règle de la goutte de sang, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a eu de l'esclavagisme, des personnes afrodescendantes noires, il y a eu toute la question de se dire le problème, c'est si tout d'un coup on a des questions d'héritage et qu'ils ont un enfant illégitime, etc. Est-ce que cet enfant métis, il aurait le droit à une part de l'héritage? Et donc c'est pour ça qu'ils ont mis vraiment la règle de la goutte de sang. À partir du moment où il y a une goutte de sang qui n'est pas blanche, l'enfant est considéré comme pas blanc. Et on voit qu'aujourd'hui on a encore cette vision sans même savoir cette histoire, tu vois. Et là j'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi, c'est cette question de se dire en fait, si tu n'es pas un garçon, alors forcément, tu fais partie de toute façon de cet amas des autres, quoi. Oui, mais moi, c'est quelque chose qui a été ultra bénéfique. Je pense justement d'avoir justement les filles, c'est ce qui a sauvé toute ma scolarité et c'est ce qui a sauvé genre le fait que je me suis pas sentie toute seule, genre d'avoir pu être dans la catégorie fille. Finalement, ça a été ultra bénéfique. Même si justement c'était généralisé et ça simplifiait et ça invalidait totalement genre mon expérience avec le genre, ça a été au niveau de la timeline ultra bon pour moi. J'ai pu toujours avoir des bons cercles et j'ai vraiment pas subi vraiment de bullying. Enfin, je me suis jamais fait harceler à l'école, etc. Enfin, bien sûr, je me suis fait harceler par la société dans l'idée que genre la société m'a toujours fait du mal et m'a toujours micro-agressé sur des milliards de choses que je faisais fausses à leurs yeux. Mais finalement, d'avoir tout ce groupe de filles, etc., ça m'a permis de ne pas être dans les rejetés et de faire partie. Et justement, les garçons avaient toute cette peur de m'aliéner parce que les filles avaient un énorme pouvoir aussi quand on était plus petites et tout. Et justement, j'en serais éternellement reconnaissant d'avoir eu ce groupe. Et finalement, les filles, c'est vraiment celles qui m'ont toujours soutenu sur mes struggles avec le genre. Et donc, même si après plus tard je peux me rendre compte finalement le mécanisme de finalement en fait c'est vraiment il y avait que 2 catégories, etc. Finalement je suis quand même hyper reconnaissante que j'ai pu faire partie à un moment de cette catégorie. Et d'ailleurs, il y a une autre catégorie que tu partages, et on le rappelle à nouveau, ces catégories-là, c'est pas des choix, d'accord. Et sinon, si on avait pu faire ce genre de choix, de base, on les aurait pas fait, sachant toutes les emmerdes que ça nous apporterait. Comme tu disais, pourquoi troquer un truc qui a plus de pouvoir, de domination, plus de privilèges pour un truc de moins de privilèges, si
c'est pas... Oui. Enfin, si c'est un choix, ça serait complètement mais crazy. Ce serait le truc est... contradictoire, c'est contre-productif. Et c'est exactement ça. C'est là que je suis là, mais écoute, Hugo qui veut pas se reconnaître dans le genre homme, eh ben, en fait... il a tout à perdre, concrètement, tu vois, parce que ce serait tellement mieux d'avoir juste des privilèges d'homme cisgenre et puis d'être là et tout. Mais c'est là que tu vois que non, ce n'est pas un choix, parce que en fait, tu ferais pas le choix de te mettre tout seul dans la merde, en fait, et de te compliquer la vie, entre guillemets. C'est très, genre, masochiste de mais ma part. Et on serait pas aussi nombreux à être maso, quand même. C'est ça. C'est clair. Puis d'ailleurs, justement, bah, t'as une autre identité historiquement marginalisée que tu n'as pas choisie non plus. Est-ce que tu serais à l'aise d'en parler, de nous dire un petit peu ce que c'est. Le côté neuroatypique, ouais, bien sûr. Bah, j'ai diagnostic trouble de l'attention avec hyperactivité. Évidemment, genre, ça fait aussi écho au spectre autistique. Les deux, ça a été vraiment... plusieurs personnes ont mis le doigt dessus par le début de ma scolarité, parce que justement, j'avais beaucoup de peine à rentrer dans les standards qu'on attendait de moi, d'attention, de calme, de genre comment j'avais des dynamiques sociales, comment j'interagissais avec mes pairs. Je pense que ça peut être des trucs hyper comorbides. La neurodivergence et les struggles de genre, historiquement c'est quelque chose qu'on a découvert ces dernières années. C'est qu'il y avait un gros lien. Justement, je pense à la fois d'avoir été aliénisé parce que j'étais hyper efféminé, et au fait que j'avais un comportement qui était... j'arrivais pas à rentrer dans des activités où il fallait se concentrer, il fallait être plus calme, fallait finalement, l'un ou l'autre, ça a juste accentué le fait que je me sentais à part, et ça m'a permis d'assumer que j'étais actuellement à part. Et donc, je me suis assez tôt rendu compte que je préfère être moi-même que de faire du people pleasing et de rentrer dans leurs standards, parce que, en fait, vu que j'avais deux trucs, c'était tellement beaucoup plus dur de masquer. Je pense que si j'avais juste eu la féminité, peut-être j'aurais eu un moment un déclic en mode mais finalement je suis pas si différent, genre si je tone down ma féminité, que j'essaie vraiment genre de man up un peu, bref, ça aurait été plus atteignable. Mais vu que j'avais justement tout ce truc où j'avais déjà hyper peine à comprendre les dynamiques sociales autour de moi, rien que par exemple je suis un méga picky eater, et je pense que c'est hyper en lien avec neurodivergence, justement. En fait, la société m'a tellement aliénisé que finalement je pouvais que accepter au plus tôt possible que j'étais un alien pour la société, et ça m'a permis de m'aimer plus tôt. Alors que si je pense que j'en avais qu'un, le choix aurait été plus dur à faire, en mode ok, je suis à côté de la plaque. Ah mais ça c'est clair parce que comme on disait tout à l'heure, déjà le fait de perdre des privilèges d'homme, c'est un déclassement, et en plus de ça, quand tu cumules les trucs, c'est de pire en pire. Et d'ailleurs ça justement... c'est quelque chose où je me dis, les discriminations intersectionnelles, donc à nouveau pour mettre tout le monde à jour, une discrimination, en fait l'intersectionnalité c'est un outil conceptuel qui a été principalement forgé par des scientifiques et des activistes afro-américaines. Donc ça va s'intéresser aux personnes qui se trouvent à la croisée de plusieurs identités historiquement marginalisées, donc comme le fait de faire partie d'une minorité de genre, le fait d'être neurodivergent, situation de handicap, des femmes racialisées, tout ça. Et en fait ça va analyser la façon dont ces différentes identités font que cette personne sera susceptible, et pas juste susceptible, en général ça arrive, de subir plusieurs formes de discrimination en simultané. Donc c'est pas juste un truc qui est cumulatif, mais ça peut vraiment donner des formes de discrimination qui sont particulières à certains groupes, comme le fait que les femmes noires sont souvent sujettes à de l'exotisation qui va faire qu'on va les assimiler à des animaux qui sont dans l'imaginaire collectif néocolonial, comme la lionne, la gazelle, tout ça. Tout à fait. Et bref, tout ça pour revenir au fait que toi, tu es à la fois queer et neuroatypique, et tu l'as abordé tout à l'heure, la question du masque. Est-ce que d'abord tu peux expliquer un peu ce que c'est masquer, et comment est-ce que dans quelles circonstances est-ce que tu utilises le masking de l'un ou de l'autre? Alors typiquement, si on pense vraiment genre au niveau neurodivergent, le masking, ce serait vraiment genre de gommer toutes mes différences que j'ai avec la majorité. Par exemple, typiquement, réussir à m'auto-médicamenter sans médication, finalement. C'est de
devenir la personne que les gens autour de moi attendent dans mon comportement, dans mes activités, etc. Et donc, faire une suradaptation que tu dois consciemment te concentrer pour masquer. C'est un mécanisme de défense. C'est ça. Et donc, si on compare ça à masquer une partie queer, ça serait typiquement que vestimentairement, je tone it down, que je mets des vêtements genre, qui sont beaucoup moins exubérants. Et donc là, je ferais du masking, typiquement au travail, alors que je suis dans un super office avec genre, des collègues qui s'occupent des questions queer au niveau cantonal. Je vais pas mettre de jupe parce que finalement, je suis en mode autant simplifier mon identité, autant genre juste les gens se rendent compte que je suis queer, mais pas besoin de... Enfin, je peux, dans les deux cas, finalement masquer, mais ça va être un effort conscient. Et quelqu'un qui ne pourra pas masquer, par exemple une minorité ethnique, ça va être autant un poids de ne pas pouvoir masquer ça que ça va être un poids pour la personne qui va devoir constamment essayer de masquer certaines choses pour essayer de plaire aux normes de société. Et donc les deux sont hyper complémentaires, mais les deux ont certains privilèges et également certains inconvénients, qui ont des trucs ultra lourds à porter. Ouais. Après, le truc, c'est que je me dis, bon, le fait d'être racisé, ça n'empêche pas d'être queer, ça n'empêche pas d'être neurodivergent. Tout à fait. Mais moi, j'irais quand même pas jusqu'à dire qu'il y a des privilèges dans le fait d'être racisé, parce que même si, du coup, tu peux pas avoir de masque, c'est comme une option en moins. Et moi, je te le dis parce que je suis queer, neurodivergente et racisée, et que du coup, y a des fois où j'aimerais bien pouvoir cacher que je suis pas blanche, genre aux frontières, aux douanes, quand il y a un contrôle de police. Je sais que c'est pas à mon avantage, et à ce moment-là, tu vois, contrairement au fait d'être queer, ou contrairement au fait d'être neurodivergente, je peux pas le cacher, en fait. Et je trouve que c'est super difficile. Et puis, pourtant, comme je t'en parlais avant, purée, mais j'ai essayé. Hein. Moi, j'ai essayé pendant une grande partie de ma vie. Je me suis convaincue, à force qu'on me dise toujours intègre-toi, que je pouvais devenir blanche, tu vois. Donc vraiment, des dingueries, quoi. Et au final, tu vois, je me suis lissé les cheveux comme 90% des meufs racisées durant notre adolescence, parce que on avait clairement ce message que si t'as les cheveux bouclés, texturés ou je sais quoi, t'es moche, tu vois rien. Et puis ensuite, en grandissant, je sais pas, c'est genre même dans mon style vestimentaire, il y avait que des trucs de blanc et tout. Et en fait, il m'a fallu des années pour me rendre compte que j'avais beau avoir la naturalisation suisse, j'avais beau avoir fait mes études ici, obtenu un master en français ici, en fait, je serais jamais assez blanche pour les gens. Et à la fin de la journée, je serais jamais perçue comme légitime et j'aurais jamais des privilèges blancs. Parce que justement, il y a aussi ce truc de la goutte de sang. Alors moi, c'est pas mon cas, je suis 100% kurde, disons biologiquement, importée directement du Kurdistan. Mais justement, par contre, c'est quelque chose où je me dis, là aussi, il suffit que... En fait, la blanchité, et ça, je me suis déjà fait la réflexion, contrairement à beaucoup d'autres... perception ethnique, après moi je suis pas fan du mot ethnie, mais là je le dis pour que tout le monde comprenne, c'est un privilège, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est réservé. Donc justement c'est comme pour la masculinité, il faut être vraiment pur là-dedans parce que ça vient avec des privilèges et si on commence à ouvrir ça aux autres, à ceux qui sont un peu basanés mais pas noirs mais quand même, tu vois, en fait c'est la porte d'entrée à la destruction de ce genre de privilèges, quoi. Et je sais plus où je voulais en venir là, mais moi, avant, tu disais justement qu'à un moment donné, t'en as aussi eu ras le cul, tout simplement, que tu te dises, en fait, de toute façon, je suis trop différent, je vais jamais pouvoir rentrer dans ce moule, alors fuck le moule. Et puis là, ça me vient à la question de pourquoi tu t'es engagé politiquement. Alors, je pense que il y a plein d'autres raisons, mais c'est deux facettes de moi qui prennent une partie de ma personnalité. Les deux ont nourri ça. Typiquement, si on va à mon abord neurodivergent de mon entourage, très tôt, j'étais en ultra recherche de logique, de faire sens, d'objectivité. Et justement, je ne comprenais pas du tout les contextes sociaux. Donc, dans ces deux facettes qui sont une partie de moi, etc., les deux, je pense, à genre pousser à finir en se résultant moi qui rentre dans la politique. Parce que justement, quand j'étais petit, à la fois du côté neurodivergent
où justement je ne comprenais pas pourquoi les gens ne se posaient pas plus de questions, je ne comprenais pas pourquoi j'étais différent alors que je me posais juste genre des questions différentes, j'avais besoin de ce sens logique, j'étais obsédé dans des hyper-fixations de logique, de justice et ainsi de suite, et justement ça m'a amené à être hyper quelqu'un qui débat avec les gens de mon entourage. Le Père Noël, c'était quelque chose que j'étais en mode mais pourquoi, genre c'est pas possible, c'est pas logique, scientifiquement il a pas le temps, etc. Et en grandissant, à force de débattre autour de moi et aussi de me rendre compte que j'étais dans une société qui était ultra construite pour les gens qui rentrent le plus dans le moule, et à la fois du côté que je suis efféminé depuis tout petit, j'ai eu plein de violences et de micro-agressions parce que j'étais ce petit garçon tout efféminé qui avait beaucoup de peine à genre ne pas être fragile, ne pas être perçu comme cette personne faible, et que j'ai reçu tellement de violences que finalement je relate beaucoup avec cette misogynie. Pour moi, c'est des violences misogynes que j'ai reçues. Et ça m'a beaucoup énervé, frustré de pourquoi la société était encore comme ça, pourquoi il y avait autant de gens, de minorités qui souffraient, et ainsi de suite. Et donc, dans les deux cas, ça nourrit cette quête de justice, cette quête de je veux déboucher mes discussions, mes débats sur quelque chose de concret. J'en ai marre de débattre genre à table avec ma famille en train de genre manger des spaghettis, ou d'être maintenant actuellement dans des milieux où je suis entouré de gens ultra alternatifs, de gauche plus ou moins radicale, et que finalement j'en avais marre de convaincre des gens soit convaincus, soit de ne pas réussir à convaincre des gens qui finirent jamais convaincus, et donc j'avais besoin de rentrer dans quelque chose de vraiment concret, et les deux m'ont permis d'avoir énormément de déclics et énormément d'empathie pour des vécus ultra différents, de me rendre compte aussi que je suis ultra privilégié pour plein de trucs, notamment que je suis blanc, que genre financièrement ça n'a jamais été la cata, et tout ça, ça a été des outils pour mieux comprendre mon environnement. Et donc, vu que la politique, pour moi, c'est une ultra-analyse de la société et voir qu'est-ce qu'on pourrait changer ou pas, et ça, finalement, c'est des trucs qui m'ont ultra apporté. Et je pense que, justement, les gens autour de moi qui nourrissent la politique, c'est des gens qui ont vécu des trucs en lien aux violences qu'ils ont vécues, le fait qu'ils sont une minorité, que ce soit au niveau de la psyché, n'importe quoi. Finalement, leur témoignage s'est construit en des arguments, et ça a été des portes d'ouverture sur tous les autres témoignages d'autres gens. Moi, ça me touche ce que tu dis. Et ça me fait penser au fait que, tu sais, c'est tellement un privilège aussi de pouvoir s'en foutre de la politique. Moi, il y a des gens qui viennent vers moi et qui me disent « Ah, mais moi, je m'en fous de la politique, de toute façon, blablabla. Bla, bla. » Puis je suis là, mais en fait, tu peux te permettre. Parce qu'en fait, ça remet pas en question ton accès, je sais pas, à l'avortement. Ça met pas... C'est quand c'est des gars qui disent, par exemple. Ça met pas ton accès... en fait, t'as pas peur d'être envoyé de ton pays parce que t'es né ici. Et puis voilà, ça remet pas en question... Enfin, tu vois, tellement de trucs où je suis là, en fait, c'est parce que la loi et la classe dominante, que ce soit économique ou identitaire, elle est de ton côté. Et donc, tu peux t'en foutre parce que tu sais que tes intérêts, ils sont déjà défendus, quelque part. Et je vois pas du tout ça comme une force ou quelque chose où il faille dire « Ah non, moi, je m'en fiche de la politique. » C'est un putain de privilège. Et honnêtement, moi, de base, j'étais grave pas chaude pour faire de la politique, je t'avouerai. Parce que des fois, j'ai un peu j'ai un peu ce questionnement de est-ce que je peux vraiment être authentique en politique. Et moi, si je peux pas être authentique, je me sens pas bien. Tu vois. C'est comme le truc de devoir masquer au travail ma neurodivergence ou même mes différences culturelles. Honnêtement, c'est quelque chose que je trouve très lourd. Je rentre, je suis tellement plus fatiguée que ce que je devrais par le fait d'avoir masqué toute la journée. Et je me dis en politique, il faut masquer plus encore et tout. Et aussi, il y a la question de si tu veux rester intègre, est-ce que tu peux vraiment défendre tes idées jusqu'au bout Et aussi, si c'est pour finir sur des demi-mesures ultra molles, je sais pas. Mais bref, donc j'ai un peu tous ces trucs dans la tête, mais je me suis dit, tu sais quoi, j'ai pas le choix en fait. Parce que si j'essaye pas, je saurai jamais.
Et en fait, what's at stake, ce qui est en jeu, c'est beaucoup trop important. Donc, ça ne veut pas dire que si tu fais partie d'une minorité, tu es obligé de faire ça. Mais si tu as envie et que la souffrance du monde te pèse trop, au moins que ça me donne une impression de pouvoir faire quelque chose, quoi. Justement, tu sais, le fait que tu te sois engagé en politique, je pense que ça s'est sûrement fait aussi un peu en parallèle à des engagements féministes ou dans des cercles queer ou je ne sais quoi, évidemment. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça t'a apporté déjà. Et aussi, est-ce que, selon toi, le mouvement féministe en Suisse a fait des progrès dans le domaine de l'inclusion des personnes queer? Mais d'abord, dis-moi, qu'est-ce que ça t'a apporté, les mouvements féministes? Et ensuite, est-ce que tu penses que c'est suffisamment inclusif aujourd'hui des personnes queer? Alors, je pense qu'il y a plein de mini-trucs qui ont énormément changé. Typiquement, le mouvement féministe en fait, c'est des choses qui concernent absolument tout le monde. Bien sûr, genre, la priorité, c'est genre les femmes et les minorités, mais finalement, genre, de détruire ce genre, de détruire ces cases, c'est de pouvoir se libérer, c'est libérateur, je pense, pour absolument tout le monde, que ce soit conscient ou pas. Typiquement, par rapport au slut-shaming, etc., de pouvoir revendiquer justement sa sexualité, qu'on pratique, pas juste mon orientation sexuelle, ça a été énormément porté par mes adelphes du mouvement féministe qui ont justement l'extirpation de la sexualisation vue par cette majorité d'hommes qui maîtrisent toutes ces dynamiques, et justement il y a juste tellement de trucs qui sont conjoncturés au mouvement féministe. Typiquement, maintenant, si je vois des vraies différences, à l'époque, quand il y avait quelqu'un qui disait une insulte homophobe, mais il y avait personne qui bougeait d'un iota. Alors que maintenant, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose de beaucoup plus subtil qu'une insulte, je vais voir des gens autour de moi prendre la parole et me défendre. Et donc, ça a vraiment éveillé les consciences. Bien qu'au niveau des réformes, etc., c'est ultra mou, que ce soit pour les femmes ou pour les personnes queer, les deux, on a fait énormément de progrès, mais c'est difficile de les voir même rien qu'à l'échelle suisse. Mais moi, je dirais que c'est vraiment de comment on se traite les uns les autres, de comment on se soutient. Et pour moi, c'est ça le plus grand changement que le mouvement féministe a permis de faire. Certes, ça a polarisé aussi le débat. Ça a fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent plus à l'aise de rester dans le middle ground, et les gens se sentent plus obligés de vocaliser leurs opinions. Je pense que c'est une super bonne chose. Même si on peut avoir peur de cette montée de l'extrême droite, je pense qu'il faut se souvenir qu'il y avait tellement de gens qui se mouillaient pas, et que ça, c'était ce silence de voir tous ces gens autour de moi qui voyaient des violences qu'on me faisait parce que j'étais trop efféminé, bref, de voir maintenant que je suis pas toute seule dans cette caque, ça change tout. Et justement, en parallèle avec les troubles mentaux, etc., d'avoir un soutien, évidemment, ça change tout. Et donc, le féminisme fait avancer, pour moi, toutes les luttes, parce que tout est conjoncturé, c'est ça l'intersectionnalité, c'est que en fait le mouvement féministe fait aussi avancer n'importe quelle autre lutte, que ça soit conscient ou inconscient. Ouais, mais ça c'est clair et net, et d'ailleurs malheureusement tous les féminismes ne se valent pas, principalement aussi la question des féminismes. Moi, je mets des grandes guillemets quand je dis ça, de droite, parce que, bon, voilà. Et en fait, évidemment que là, on a aussi la question des cercles qui se disent féministes, mais qui pensent que les personnes trans sont un danger pour les femmes cis, comme les TERF, qui justement se basent sur le modèle biologique du genre. Selon toi, ça a quoi comme conséquence pour les personnes queer et trans? Et est-ce que tu considères que c'est quand même une forme de féminisme, ou est-ce que tu considères que c'est plutôt une instrumentalisation de ça? C'est très compliqué de répondre en choisissant une des deux options, mais ce que je vais dire, c'est qu'en fait, les courants féministes n'ont jamais été unis et un seul
le féminisme classique, ça a toujours été quelque chose de complètement contextuel envers le pays. Typiquement, les suffragettes en Angleterre étaient ultra racistes. Ce qu'on parle jamais, c'est qu'elles voulaient absolument avoir le droit de vote pour les femmes avant les hommes noirs. Par exemple, les femmes qui ce n'était pas du tout la prostitution et qui étaient ultra négatives envers ça. Il n'y a pas de féministe classique. Être féministe, c'est aussi se tromper. Et donc, justement, il y a tout ce mouvement TERF qui est ultra obsessed avec la biologie, qui est totalement erroné parce que ils sont basés sur une biologie qui est complètement obsolète, qui prend plus du tout la réalité de ce que c'est le contexte de société, le genre, juste qu'il y ait des bébés qui naissent intersexes, qui vont être genre mutilés et que nobody speaking about it, une TERF, c'est plus une féministe pour moi. Elle s'éloigne en fait du mouvement féministe. Elle était dans le mouvement féministe à une époque, mais là, les gens qui sont dans qui font vraiment avancer le féminisme, les TERF ne font plus partie. Bien sûr, tous les extrêmes font changer les choses. Typiquement, comme j'ai évoqué, les femmes ou les suffragettes ont permis de s'être battues pour certains droits, et c'est nécessaire pour faire avancer les choses. C'est aussi nécessaire d'inclure les autres luttes dans sa propre lutte pour pas juste faire de l'ombre et écraser les autres. Et ça, justement, pour moi, les personnes TERF, ça englobe toutes les personnes trans, comme on parlait justement avant de masking, etc. Une personne qui est queer, non-binaire, à genre, etc., va beaucoup plus avoir la priorité de faire du masking, alors qu'une femme trans ou un homme trans. Mais si les féministes les prennent pas dans cette lutte, mais comment elles peuvent la faire correctement? Et justement, le fait de penser à se battre, par exemple, pour la lutte des classes ou n'importe quoi, sans penser au facteur intersectionnalité, finalement, c'est se mettre des bâtons dans les roues. Ah, mais là, tu m'as tendu une perche que j'adore. Donc, effectivement, qu'il y a aussi beaucoup la question de la classe. Je sais pas toi, mais moi, je suis un peu fatiguée. Souvent, bizarrement, c'est souvent des hommes cis qui viennent m'expliquer « Ah, mais non, vous savez, les trucs intersectionnels, tout ça, là, c'est bon, ça divise les gens. Ce qui importe, c'est la classe économique. » Et je leur dis « Mais en fait... la classe économique, elle compte autant que le reste. Je ne nie absolument pas que le statut socio-économique d'une personne a une énorme influence sur son accès à l'égalité des chances, sur son accès à plein de choses. Mais en fait, c'est en lien. Par exemple, être une personne issue de la migration, automatiquement, ça fait que tu auras beaucoup plus de chances d'être précaire financièrement et socialement. Totalement. Donc, tout est lié. Et toi, c'est quoi? Là, il me semble bien quel est ton positionnement, mais t'en penses quoi? Justement aussi du rapport entre classe socio-économique et discrimination intersectionnelle. Ouais, la petite question improvisée comme ça. Évidemment, je pense que c'est deux choses qui ne vont pas l'une sans l'autre. C'est déjà tellement une valeur tellement capitaliste de se concentrer sur l'économie et pas le reste. Et surtout, la situation économique est complètement influencée par tes privilèges. Une personne trans aura beaucoup plus de peine à trouver un job que un mec cis. Et la même chose pour les personnes blanches. De pas voir ce lien, c'est vraiment c'est pas voir plus loin que le bout de son nez. Certes, tu peux faire certains combats des priorités pour toi, mais tu devrais jamais oublier que tout est ultra lié et que tout est ultra contextualisé. D'ailleurs, ça me fait poser la question, entre les luttes queer et les luttes féministes, tu vois quoi comme lien, toi? Pour moi, c'est clairement la misogynie. Clairement, mon expérience typiquement de personnes qui struggle avec son expression de genre, en fait, tout ce qui a été relevé, ça a été ma féminité. Pour une meuf qui est masculine, etc., finalement,
c'est aussi de la misogynie parce qu'elle rentrera pas dans les standards de la femme parfaite, etc. Et donc pour moi, les deux sont ultra misogynie. Justement, juste une personne gay qui serait hyper masque et tout, finalement, c'est aussi de la misogynie parce que l'homme cis qui est hyper fermé d'esprit, il va voir ça comme genre une faiblesse d'avoir des relations sexuelles avec un autre homme. Justement, comme on avait dit avant, si t'es pas un homme, t'es forcément l'autre truc, vu qu'on est dans une société binaire. Et donc, tout va être directement ramené à la féminité. Pour moi, justement, la notion de la féminité, c'est la liberté. Et en fait, pour moi, la masculinité, c'est une construction construite sur la négativité de la féminité. Finalement, la féminité est beaucoup moins fragile de nos jours. Le mouvement féministe a beaucoup plus déconstruit les pressions sociales qu'on subissait que les hommes, parce que la masculinité est un concept ultra fragile qui peut se casser avec du rouge à lèvres. C'est joliment dit. Et d'ailleurs, à cet égard, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu quelles sont les similarités que tu vois entre les discriminations qui touchent les femmes cis-het et les personnes queer ? Ça peut être tellement de micro-agressions qui se passent rien que dans la rue. Typiquement, quand je vais porter des habits qui sont beaucoup plus stéréotypés filles, c'est là où je me suis fait le plus insulter dans la rue. Je me suis déjà fait agresser, quelque chose que j'ai pas si mal vécu, mais je me suis fait renverser une boisson dans le bus quand je rentrais toute seule chez moi après une manifestation pro-Palestine, et juste parce que je portais justement une robe. Et évidemment, je me fais des fois aborder dans la rue en mode street talking, en mode hey meuf, etc. Alors que je suis pas une fille, tu vois. Et donc, je pense que ça va vraiment être la micro-agression et aussi le struggle de jamais savoir à quel point on fait assez sa place, que ça soit au niveau du genre, si je suis assez féminine ou pas assez, et ça va être toujours overthinker comment on gère son apparence extérieure. Justement, quelque chose qui est hyper similaire entre les femmes et les personnes queer, c'est les réduire à leur apparence. Il y aura des milliards d'exemples qu'on pourrait explorer, mais typiquement, plus on va se donner de la peine pour se faire belle et puis être cute et tout, plus la personne va penser qu'on est vide et qu'on a peu à apporter intellectuellement. On va vite... moi, quelque chose qu'on me dit hyper souvent, c'est en mode « Ah, moi, quand je te voyais dans la rue ou sur Instagram, je pensais que tu étais ultra bête parce que tu t'habilles tellement et que donc tu devais sûrement avoir rien d'autre à apporter que ton style. » Ça, c'est absurde, c'est un truc qui me gave. En fait, c'est pas parce que tu prends soin de ton physique et que tu t'exprimes par ton physique que t'as rien dans la tête, en fait. Mais justement, je pense que les pressions sont ultra similaires, notamment sur juste comment on est de l'extérieur, en fait. Et peut-être ça répète un petit peu, je sais pas, mais selon toi, comment les personnes queer, elles sont touchées par le patriarcat et les discriminations sexistes ? Alors, à la fois, ça peut être justement les micro-agressions, quelque chose de beaucoup plus subtil et plus vicieux, mais à la fois, historiquement, les violences physiques, les agressions, c'est quelque chose de inimaginable. À une époque, les homosexuels se faisaient castrer chimiquement, les bébés intersexes, ça se passe toujours dans d'autres pays, les castrations chimiques, les bébés intersexes se font encore mutiler, ils font paraître ça un tout petit détail aux parents et que ça va leur faciliter la vie, etc. Ça peut être à la fois justement des petits trucs en mode on est ces gens bizarroïdes, on va se faire insulter dans la rue, plus on est exubérant ou pas, et à la fois c'est juste la vie de certaines personnes. Il y a le nombre de crimes transphobes qui arrivent et qui ont monté justement par cette polarisation des points de vue. C'est un danger pour la vie de énormément de personnes queer, et chaque vie queer est différent. Écoute, moi je me posais aussi la question à nouveau par rapport
à la droite en particulier, disant que les luttes queer et les personnes queer, en fait, on remarque qu'elles sont de plus en plus attaquées par la droite. Et est-ce que toi, tu as pu constater ce genre de changement dans ta vie quotidienne ou pas du tout ? Déjà, que ça soit mon expérience ou pas, qu'importe, j'apporte ça en second plan, mais c'est quelque chose qui est genre un fait, dans le sens, dans le programme de l'UDC, il y a genre énormément qui est consacré à leur obsession sur le wokisme. Ils font des affiches pour dire qu'on va complètement casser le genre pour tous les enfants, qu'on veut rendre les gens trans, etc. Il y a des projets de loi qui sont montés, que ce soit au niveau communal, cantonal ou national, pour justement interdire des shows de drag queen pour les enfants, alors que c'est des shows qui sont construits pour les enfants dans des bibliothèques, ou alors justement pour empêcher l'accessibilité, traitement d'œstrogènes, de bloqueurs de testostérone, et que ça soit limité pour des personnes trans qui sont dans le besoin. Et donc, c'est quelque chose d'ultra concret. Mais bien sûr, moi je le remarque. Il y a des gens qui se permettaient, même dans les années où tout le monde se permettait de dire des mots ultra homophobes, etc., d'avoir des opinions et d'être autant obsessed par ce mouvement queer. C'est quelque chose qui n'était pas là. La droite utilise ça pour ramener des gens dans la politique, des gens qui s'en foutent économiquement, mais que tout en coup ils sont en mode « Ah, moi j'en peux plus de ces wokistes, ils me dérangent, etc. » Alors que quand on les dérange, c'est juste que dans une série maintenant, on existe, quoi. C'est ça, on existe, et la société montre qu'on existe, et pour eux, c'est leur enlever ce privilège d'avoir une histoire où c'était le chevalier qui allait sauver la princesse. Alors mais c'est retirer un certain privilège que d'être tout le temps représenté partout. C'est ça. Mais le truc, c'est que pour eux, c'est tellement un changement minime qui va être un changement énorme pour la vie de tellement de personnes. Et donc, de fait que ça soit ça qui te ramène à la politique et que tu vas voter UDC parce que tu trouves qu'il y a des gens qui poussent le genre trop loin, mais et que économiquement tu t'en fous du programme de ce parti de droite, alors que justement tu es dans un milieu précaire et que tu préfères t'intéresser aux questions sociétales des féministes qui je peux plus draguer dans la rue, je sais pas quoi. Le fait que la droite arrive à politiser énormément de gens juste par certaines frustrations, ça c'est un truc qui me fait ultra peur. Et ce qui amène à ma dernière question. Selon toi, pour justement lutter contre ce genre de politisation vers la droite aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est tellement important et essentiel d'unir les différentes luttes dans le mouvement féministe ? En fait, c'est juste qu'on ne se rend pas compte, mais de les séparer, on ne pourra jamais analyser correctement des pressions si on les laisse séparer. En fait, le fait, c'est que ça se complète. On ne pourra jamais, justement, comme tu l'as déjà évoqué, le vécu d'une femme noire, si on se concentre juste sur le racisme et juste sur le sexisme, on ne verra jamais ces autres discriminations. On risque de reproduire en fait des dynamiques discriminatoires dans nos propres cercles qu'on croit inclusifs. C'est ça. Parce qu'on aura des angles morts sur d'autres formes de discrimination qui ne nous touchent pas forcément directement, quoi. Et en fait, vu qu'on a certains privilèges, par exemple d'être politisé, etc., on se doit de laisser la place à ces autres minorités qu'on ne vit pas, qu'on ne peut moins promouvoir parce qu'on ne peut pas témoigner. Et donc, l'intersectionnalité, c'est vraiment le fait de savoir quand c'est sa place de monter ses tourments et quand c'est le moment de laisser la place à quelqu'un qui est imbriqué dans plusieurs discriminations. Et on pense... Il y a avec l'intersectionnalité le fait que à la fois ça peut diviser et à la fois ça peut rassembler, mais le truc c'est que on n'a pas envie de déjà pas les rassembler parce qu'on est à gauche, et ensuite ça serait complètement louper une énorme partie du vécu d'énormément de personnes. Et justement, vu que
tout n'est que des contextes sociaux, ce serait invisibiliser les témoignages de tout le monde. Justement, moi qui parle de qu'est-ce que c'est être queer, finalement, en parlant, j'invisibilise plein d'autres témoignages. Et je suis au courant que justement, je ne pourrais jamais témoigner pour un homme trans, pour une personne qui est bisexuelle et ainsi de suite. Et ce qui est important justement, c'est de se rendre compte que notre témoignage n'est qu'une pièce du grand puzzle de toutes ces luttes. Mais merci du fond du cœur. Franchement, cet épisode, c'était l'occasion de rencontrer quelqu'un avec une méga bonne énergie. Merci. Et voilà, et moi j'adore ce que tu racontes en plus, mais ça c'est moi. Et donc franchement, je te remercie beaucoup. Je rejoins tout à fait ton avis. Un féminisme qui n'est pas intersectionnel, pour moi, ça vaut rien en fait. Je te remercie énormément pour ton intervention. C'était vraiment top. Et moi, j'encourage tout le monde à aller se renseigner sur les questions de discrimination intersectionnelle, de féminisme intersectionnel. Aujourd'hui, il y a plein de ressources en ligne qui sont gratuites. Je vous encourage à découvrir le podcast L'Inconfortable. On a une page Insta, on est à peu près sur Spotify, tout ça. Bah ouais, petit coup quand même. Shout out. On vous encourage à aller voir le site dès qu'il sera disponible, donc qui s'appellera aussi L'Inconfortable, parce qu'on a vraiment l'intention de pérenniser les workshops, les ateliers, les formations contre la discrimination intersectionnelle, et puis aussi créer pas mal de médias, et pourquoi pas aussi des capsules vidéo sur le sujet. Mais par contre, je voudrais bien rajouter un truc, c'est que justement, on peut tous faire de la politique à une échelle différente, et il n'y a pas du mieux ou moins bien à quel point on s'investit, et la politique, ça peut être un rajout énorme, et donc jamais il faudrait culpabiliser parce que vous pensez que vous ne faites pas assez pour la politique. Évidemment, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers non plus. Je pense qu'on peut en apprendre dans tous les domaines à l'infini et que jamais on n'épuiserait ça. Mais la politique, c'est pas faire ou pas faire, c'est tout cet entre-deux de juste de discuter avec les gens qui t'entourent et remettre en question quelqu'un qui a dit quelque chose que tu n'as pas aimé, ou juste de juste scroller sur tes réels Instagram et de t'informer de certains sujets qui te tiennent à cœur. Bah, trop bien, un excellent mot de la fin. Je te remercie beaucoup Hugo, et on va dire ciao à tout le monde. Bah, avec grand plaisir, écoute. Alors on se retrouvera pour un prochain épisode, et à plus, ciao ciao. Bye bye.